bienvenue dans notre émission spéciale VIP sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui, je reçois un grand monsieur de la télévision, du PAF, on va dire. 1m93. 1m93 en plus. Il est auteur, animateur, producteur. C'est monsieur Pascal Bataille. Bonjour Pascal, Bonjour comment Thierry. vas-tu? En pleine forme, comme toujours quand je te vois. C'est vrai, c'est gentil. Donc là, tu nous reçois dans ton magnifique hôtel Côté Sable au Cap Ferret. Parce que bon, en plus de ça, il est aussi hôtelier maintenant. Il s'est découvert une nouvelle passion, il est multipasse. Donc il a un magnifique endroit où on vous invite d'ailleurs tous à venir jeter un œil. C'est sur la pointe du Cap Ferret. Exactement, en plein centre du Cap Ferret. Et tu as raison de dire que tout le monde peut venir jeter un œil parce qu'effectivement, l'idée de l'hôtel, bon, certes, c'est d'accueillir quelques personnes qui viennent se reposer et se faire un peu comme ça cocooner dans ce nid douillet, mais c'est aussi que les gens y passent parce que c'est pour ça aussi qu'on fait des expos photos, pour que les gens s'approprient un peu ce lieu, viennent en terrasse, voilà, que ce soit un lieu de vie du Cap Ferret et pas uniquement un endroit pour les clients de l'hôtel. Oui, et puis toute l'année d'ailleurs, tu en fais toute l'année des expos photos. On fait des expos photos toute l'année puisqu'on est ouvert 11 mois et demi sur 12, c'était aussi un des objectifs que je m'étais fixé en réalisant ce vieux rêve, c'était de créer quelque chose qui soit une activité pérenne et pas simplement une activité saisonnière comme malheureusement il y en a un peu trop par ici. C'est vrai. Et alors dans cet hôtel, on a un spa magnifique. Tu t'es fait un peu... Pas encore, j'ai pas eu le temps. Quoique tout à l'heure j'aurais pu, j'avais un peu de temps. Des chambres superbes, un petit patio, qu'est-ce qu'on peut trouver on est vraiment au bord de l'eau en plus. Voilà, une vue sur le bassin qui est assez agréable et qui est unique en plus ici au Cap Ferret. C'est le seul hôtel qui a la chance d'avoir vraiment une vue sur le bassin de ce côté-ci du bassin d'Arcachon, puisque tu le sais ici c'est très codifié, très compliqué, très normé, et on n'a pas le droit normalement de faire, on n'a pas le droit de faire des commerces en première ligne, à part ceux qui sont là de façon ancestrale, bien connus, Hortense, et puis l'Escale et le Pilas Café au débarcadère. Sinon, on ne peut pas faire de commerce en première ligne. Nous, on a la chance de ne pas être en première ligne, mais d'avoir une place devant qui fait qu'on a une vue imprenable sur le bassin. C'est ça, c'est vraiment magnifique. Alors Pascal, on va commencer par lui, parce que peu de gens le savent au jour d'aujourd'hui, mais tu as commencé comme auteur avec un livre. Oui, c'est vrai. J'ai été d'abord journaliste politique, ça aussi, peu de gens le savent. Ah oui, ça. Oui. Et pendant quelques années, et puis après j'ai écrit déjà avec mon complice Laurent Fontaine un livre qui était une enquête sur les combinards, les débrouillards, voilà. Et on a fait une grosse enquête pendant 1 an et demi, et puis on s'est dit au lieu de faire un bouquin un peu ennuyeux, on va en faire un bouquin très 2e degré, et on a écrit le guide de la combine. Devenez vous-même le parfait petit combinard. Et c'était vraiment un truc de copain, et en fait on a visé juste, on est tombé juste, et on a vendu 85 000 exemplaires de ce livre, donc ça a été un best-seller. Et tu en as fait un deuxième, je crois. Et après on a exploité un peu le filon, on a fait un deuxième, puis des suites, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en télé, en fait, puisque c'est en lisant ce livre que Pierre Lescure, qui crée Canal Jimmy, qui était sur Canal+, et qui crée cette nouvelle chaîne Canal Jimmy avec un garçon qui s'appelle Michel Toulouse, nous ont proposé de venir sur Jimmy, et on n'avait jamais fait de télé, puis voilà, on a démarré comme ça. Donc vous avez démarré grâce à ce guide de la combine. À ce guide sur la télévision. Et ta rencontre, Pascal, avec Laurent Fontaine, alors comment ça s'est fait ça? De façon... Parce que vous êtes un peu le couple mythique de la télé tous les deux. Hein. Disons qu'on est un des duos qui a peut-être marqué un peu, et surtout à la fois par, je pense, sa longévité, parce qu'elle est assez rare, cette longévité. On a travaillé quand même ensemble quasiment 20 ans en télé, et puis aussi parce que vraiment les gens savaient que c'était pas factice, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de duos qui étaient un peu fabriqués, un peu construits comme ça artificiellement. Nous, c'est basé sur une vraie amitié qui a démarré alors en 1912, mais à l'époque c'était l'ORTF, mais bon. Même pas, c'était le cinémascope. En 1983 exactement, donc tu n'étais même pas né, mon cher Thierry. J'ai bien peur que si, c'est gentil, mais si. 1983, en fait, on est jeunes, on est étudiants en journalisme l'un comme l'autre, on participe à un concours de reportage et on se trouve à la soirée de remise des prix. Moi, j'ai gagné l'un des 3 prix, et Laurent non. Donc moi, je monte sur l'estrade pour recevoir mon prix. Pendant ce temps-là, moi, j'étais venu avec ma petite copine de l'époque.
Et je redescends de l'estrade et je trouve ma petite copine de l'époque en train de se faire entreprendre par un garçon rigolo comme tout, avec des grosses lunettes, qui était en train un peu de lui faire la cour. Et c'est Laurent Fontaine et on commence à parler. Donc t'as pas été jaloux alors? Non, 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 en fait le type plutôt sympa, on commence à parler, on rigole, etc. On se rend compte qu'on habite à 100 mètres l'un de l'autre. Et un peu éméché, on prend le même taxi et on rentre ensemble et on se quitte plus. Voilà. C'est extraordinaire, belle aventure. Ouais. Alors tu as travaillé aussi avec Jean-Pierre Pernaut, sur combien ça coûte? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Pierre. Je dis la chance parce que ça fait partie, Jean-Pierre, des quelques parrains que j'ai eus dans l'audiovisuel, de ceux qui m'ont vraiment beaucoup appris. Ouais. Et c'est un des rares qui s'est partagé quand il est à l'antenne, qui s'est partagé la lumière, qui s'est renvoyé. C'était déjà quelqu'un de très connu à l'époque, quand j'ai démarré avec lui. Et il a cette magie de savoir valoriser les gens qui travaillent avec lui, alors que beaucoup de mes petits camarades de la télé veulent prendre toute la lumière pour eux, et surtout se servent de leur chroniqueur comme de faire valoir. Et Jean-Pierre, au contraire, a toujours su, lui, faire valoir les autres. Et ça, c'est vrai que j'en ai toujours été très reconnaissant. Donc j'ai travaillé avec lui sur Combien ça coûte. On a fait 8 ans ensemble avec Laurent, etc. Combien ça coûte. On avait participé à la création de cette émission. Et ça a été le démarrage sur TF1. Et alors, il n'y a que la vérité qui compte. Cette émission, elle est mythique. Il paraît. Il paraît. C'est sûr. Tu sais qu'elle repasse en ce moment. Je l'ai vu. Voilà, sur AB, qui a racheté tout le catalogue et qui fait des scores hallucinants avec cette émission. Le nombre de gens qui m'en parlent, c'est absolument incroyable parce que, bon, AB, on va le dire, ça ne les vexera pas qu'on dise que c'est pas la chaîne la plus regardée de France. Non. Mais c'est une chaîne du câble, c'est une chaîne relativement confidentielle. Et pourtant, avec cette émission, du coup, ils arrivent à attirer un nombre de gens assez considérable. Et tout le monde m'en parle. Et il y a même des gens qui pensent qu'on a recommencé l'émission, alors que pas du tout. Enfin, ils sont gentils parce qu'ils n'ont pas vu qu'on a pris quelques années au passage. Mais ça se voit pas. C'est gentil, mais si. Et donc, voilà, donc ils pensent que l'émission a redémarré. Non, c'est vraiment les anciennes émissions de TF1. On a fait 6 ans cette émission sur TF1. Et ça, donc, c'est les anciennes émissions qui repassent. Mais c'est vrai qu'elle a marqué les esprits. Ah, mais complètement, elle est très très populaire. Mais elle n'a pas été trop dure émotionnellement. Parce que c'était quand même plein d'émotions. Il y a des moments, tu as des milliers de gens qui ont pleuré devant. Elle a été en tant que présentateur. Elle a été dure à plein de points de vue, cette émission. Elle a été dure parce qu'elle était compliquée à faire, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une émission, comme beaucoup de ces émissions populaires, d'ailleurs, c'est des émissions plus difficiles à faire, que ça va faire évidemment bondir les intellectuels que je dise ça. Mais moi qui fais aussi des émissions très sérieuses, magazines, c'est assez facile de faire ça pour peu qu'on ait un peu la culture générale et les armes et les outils, les équipes qu'il faut. Alors que faire une émission très grand public avec en plus le cahier des charges de cette émission où on parle de vrais gens, on mettait leur vie en jeu et en scène, donc c'était quand même une prise de responsabilité importante. Donc c'était compliqué à faire. C'était compliqué parce que on a été très attaqué par certains qui ont très mal vu l'existence de cette émission qui révolutionnait pas mal de choses et qui, voilà, où on l'adorait ou on la détestait, ça laissait assez peu indifférent. Et puis, effectivement, comme tu le dis, ça a été une émission à la fois géniale, mais souvent où on prenait comme ça, si on est au bord de la mer, on va prendre une métaphore marine, des bordées d'émotions. Tu vois, quand les gens se retrouvaient, moi ça m'est arrivé. Dans les bras, alors, il faut rappeler que cette émission a été enregistrée sans arrêt. On n'a jamais été en direct, volontairement pour laisser à toutes les personnes qui sont passées à l'émission la possibilité de nous dire après l'enregistrement, je ne veux pas que ça soit diffusé. Donc chaque personne qui est passée dans l'émission l'a fait en toute liberté, puisqu'elle avait la possibilité de nous dire jusqu'au jour de la diffusion, ben non. Voilà. Donc comme c'était enregistré, moi ça m'est arrivé de sortir entre deux enregistrements, pas très souvent, mais ça m'est arrivé au bord des larmes parce que j'étais tellement ému, parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, on ne savait pas du tout ce qui allait arriver, rien n'était préparé, rien n'était écrit à l'avance, hein, c'était la vraie vie des vrais gens et leurs vraies réactions, et nous on était les premiers spectateurs, Laurent et moi, de tout ça. Et parfois c'est vrai que ça touchait des choses comme toi dans ton salon, où le téléspectateur dans son salon était touché par les choses qui lui rappelaient sa propre existence ou qui le concernaient. Eh bien nous aussi, on est des hommes comme les autres, on a été évidemment parfois renvoyés dans notre propre vécu, dans nos propres
sentiments et dans nos... Quand tu vois les gens pleurer devant toi et tout, ça va être très difficile de maintenir son... Oui, de ne pas rentrer dans... Il fallait dans à la truc. fois être dans l'empathie, l'empathie, mais en même temps dans le respect et pas en faire des tonnes. Parce que bien c'est sûr. pas Non. Mais il y a des gens qui ont cru, même à un moment donné, que c'était des faux, des comédiens, oui. alors que pas du tout. Non, C'était tout vraiment était de vraies vrai. situations. On nous a accusés de tous les maux, dont celui-là, effectivement, de tricher, de travailler avec des comédiens. Mais je pense que les comédiens n'auraient pas été aussi bons et aussi vrais que l'étaient nos vrais gens qui participaient à cette émission. On a traité au total, en un peu moins de 6 ans, plus de 800 histoires différentes. Avec beaucoup qui restaient en contact avec nous, qui nous donnaient des nouvelles, après être passés dans l'émission. Et c'était amusant parce qu'il y a ce qui se passait dans l'émission, avec ce rideau qui soit resté fermé comme il l'était dans la vraie vie, soit s'ouvrait et on avait servi à quelque chose. Mais il y a des gens qui, par exemple, nous disaient, comme c'était enregistré, ça passait 3 semaines, environ 3 semaines, 1 mois après l'enregistrement, il y a des gens qui nous appelaient en disant, tiens, hier soir on a regardé l'émission ensemble, tous les deux. C'est-à-dire qu'ils s'étaient réconciliés postérieurement à l'émission. L'émission avait servi de terreau à ça. Ouais. Sur le coup, c'était resté bloqué, mais ça les avait fait gamberger et quelques jours plus tard, ils s'étaient rappelés, ils s'étaient revus et le jour de diffusion, ils la regardaient ensemble sur le même canapé. Et là, on se disait, c'est pas totalement inutile. Non, ça a été utile pour beaucoup de couples aussi et souvent des relations familiales, père-fils, fille et tout ça. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup cette émission, je la regardais. Alors Coé, c'est une grande aventure aussi, la méthode Coé. Alors Coé, vous êtes connu comment vous êtes arrivés à travailler ensemble? Parce qu'en fait, tu produisais l'émission. Voilà, on a produit l'émission pendant 4 ans. Alors Coé, c'est très simple. En fait, nous, on avait un concept d'émission. Et puis, on cherchait l'animateur pour le faire. Et en fait, on a été invité à la radio par Coé, qui était à l'époque sur Europe 2, venu depuis Virgin. Et on a trouvé le type plutôt... on le connaissait de réputation, mais on l'avait jamais rencontré. On l'a trouvé plutôt vraiment très réactif, très sur le coup, drôle, etc. Et on s'est dit, en fait, c'est l'animateur qu'il nous faut. Donc on lui a parlé de notre idée, de notre concept, et puis qu'il a trouvé plutôt intéressant. Et donc on est allé voir Étienne Moujotte à TF1 en lui disant, voilà, on a ce concept. Il a adoré le concept et il nous a dit, mais par qui on vous le fait animer? Il nous a dit, est-ce que vous voulez mettre, à l'époque, il y avait Stéphane Bern qui était sur TF1 encore, Laurence Boccolini qui faisait le maillon faible. Il nous dit, est-ce que voilà, moi je vois bien. Et on a dit, non, nous on voit Coé. Et alors, les gens autour, dans la réunion, des grosses réunions à TF1 avec une dizaine de conseillers, etc. Vous êtes fous, Coé, il est trash, il est intenable, il est ingérable, il n'est pas du tout TF1. Et nous on a insisté, Étienne Moujotte, qui avait souvent ces intuitions-là et puis cette liberté-là aussi de d'oser, de tenter des choses, nous a dit, bon, c'est vous les producteurs, si vous pensez que Coé peut le faire, eh ben on va le faire. Et puis si ça marche pas, tant pis pour vous, quoi, voilà. Et il nous a donné 4 émissions pour faire nos preuves. Et la première a marché moyennement, la seconde un peu mieux, la troisième encore mieux, et la quatrième a vraiment bien marché. Et donc on est parti pour une saison, puis une autre, puis on en a fait 4 ensemble, et puis ensuite il a vécu sa vie de son côté, ce qui aussi fait partie des aventures de la télévision, mais en tout cas voilà, voilà comment c'est Quand une émission marche comme celle-là, comment à un moment donné elle s'arrête? Parce que jusqu'au bout ça a fonctionné, Coé. Alors, en fait ça a commencé à baisser. Ça a commencé à baisser assez vite à partir du moment où on s'en est plus occupé. Alors, je fais pas, on va être très sans langue de bois parce que c'est mon habitude. Je fais pas forcément un lien de cause à effet entre le fait que nous on s'en occupait plus, Laurent et moi comme producteurs, et le fait que ça a mal marché. Je pense que ce qu'il a manqué à Coé à partir du moment où nous on a plus fait la production, c'est un producteur. Peu importe que ce soit Laurent et moi ou un autre. Mais il y a un moment où l'artiste, et Coé est plutôt un artiste qu'un simple présentateur, c'est un type qui est comme ça, qui a une énergie folle, qui est très créatif, d'ailleurs son one-man show était plutôt sympa, etc.
il faut que ça soit canalisé. Voilà. Et il faut quelqu'un en face qui lui dit là t'es bon, là t'es pas bon. On a tourné pendant une demi-heure, mais on va garder 5 minutes. Il faut savoir que pour faire la méthode Coé, nous, on tournait 4h30 d'émission pour en garder 2 heures. Ah oui, donc il y avait énormément de déchets, de scories. Voilà. Mais on le laissait aller en liberté pendant les tournages, et puis on gardait ce qui était mieux. Et parfois c'était des disputes avec lui, mais c'était notre boulot de producteur. Lui dire non, fais-nous confiance, machin. Et lui disait mais si, ça c'est drôle. J'ai dit non, ça te paraît drôle, mais ça va pas plaire à la ménagère de TF1, ça va pas marcher, etc. Ouais. À partir du moment où il a été seul, d'un côté, c'est très difficile d'être à la fois celui qui fait et celui qui critique, voilà, qui donne le visa, quoi. Il était toujours à la tête de son émission, et en même temps, au final, c'est lui qui faisait le montage. Voilà. Et c'est vrai que ça a commencé un peu à tourner en rond. Ça a peut-être coïncidé aussi avec une usure de la machine, et assez vite, la saison d'après, ça s'est un peu écroulé. Et c'est vrai que TF1 a fini par arrêter l'émission parce que les scores étaient décevants. Alors la radio, parce que depuis quelques années, on te retrouve en radio. Plus ou moins, tu en as fait quelques-unes, la nostalgie. Voilà, de ces derniers temps, mais j'avais fait beaucoup de radio aussi, plus en amont dans ma carrière, notamment pas mal sur Europe 2 moi aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré la radio. J'ai commencé en journaliste dans la radio. J'ai toujours trouvé que c'était un média formidable, un média chaleureux, instantané, direct, simple, rapide, et qui donne des émotions étrangement qui m'ont toujours encore plus apporté que la télé. Et donc j'ai eu l'occasion l'an dernier effectivement de faire, il y a 2 ans, de faire une saison sur Nostalgie, les petits matins, donc la matinale, 6h-9h, ce qui est le prime time en radio. Et ça m'a redonné le virus complètement. Et cette année, l'année qui vient de s'écouler, c'est Sud Radio qui m'avait proposé donc à son tour de venir rejoindre l'équipe, puisque Sud Radio était en train de devenir une radio nationale avec une fréquence à Paris, une fréquence à Marseille, en plus du grand sud-ouest et du centre-ouest sur laquelle elle est depuis toujours. Et là, je me suis régalé pendant toute l'année à faire ces émissions tous les matins, réveillé tôt, mais avec une énergie et une pêche qui ne s'est pas démentie tout au long de l'année. Donc là, cette année, on te retrouve encore tous les jours? Eh ben, Inch'Allah, comme ils disent. Je sais que c'est en préparation. On oui, est c'est en préparation. Trop en avance pour en parler peut-être. Mais... Non, mais disons que c'est mon souhait, c'est aussi le souhait des dirigeants. Bon, sans entrer dans les détails, il y a peut-être un changement d'actionnariat en cours sur la radio qui pourrait peut-être faire changer certains plans. On saura ça d'ici quelques semaines, mais ça c'est les lois aussi de l'économie de marché. Nouveaux patrons, ça veut peut-être dire aussi de nouvelles envies, mais enfin en tout cas les sondages qui sont tombés là sont bons. Le boulot qui a été fait a fonctionné, donc on verra bien. Donc on peut espérer peut-être une nouvelle saison. Moi je l'espère, en tout cas je le souhaite, parce que vraiment comme je suis régalé. Alors tu es toujours aussi producteur. Est-ce que tu produis quelques émissions sur quelques chaînes en ce moment? Oui, je produis des choses assez différentes. Là encore, c'est cet éclectisme que moi j'aime bien. J'aime pas faire toujours la même chose. Donc là, par exemple, j'ai 2 séries d'émissions sur Énergie 12 qui sont plutôt du docu-réalité et du divertissement. Une émission qui s'appelle J'ai quelque chose à te dire, qui est un peu une sorte de, on peut dire une sorte de petite sœur, mais tout en images, pas de plateau, de Il y a que la vérité qui compte. C'est des gens qui ont des choses à se dire, donc ça va te plaire certainement. Sûrement. Alors ça va arriver sur Énergie 12. Et puis une autre qui est en début de tournage, qui s'appelle Un bébé à la maison, et qui va être une série documentaire en fait sur... on va suivre entre 6 et 8 familles pendant 6 mois, du jour où du jour de l'accouchement jusqu'à l'anniversaire du 6e mois de l'enfant. Parce que les 6 premiers mois de l'arrivée d'un enfant dans une maison, ça bouleverse évidemment énormément de choses. Donc c'est à la fois suivre l'évolution du bébé, mais aussi tout ce que ça
conditionne. Dont la nuit, quand il pleure, qu'il faut se lever. Tout ça, et on va prendre des familles très différentes. Ça va du jeune couple dont c'est le premier enfant, évidemment, à la famille nombreuse qui voit arriver le 4e ou le 5e enfant et qui est évidemment beaucoup plus blasée, mais dans laquelle il va y avoir d'autres problématiques. La famille monoparentale, les parents qui voient arriver tout d'un coup des triplés, des parents qui adoptent aussi, c'est une autre problématique. Voilà. Mais voilà, le focus, c'est un bébé à la maison, comment ça va changer la vie, comment ça va modifier en bien, en choses heureuses et magnifiques, mais aussi parfois en galère au quotidien, en fracas et tout ça. Donc c'est des choses très différentes. Par ailleurs, j'ai un beau joli projet aussi sur Dalida, parce que ça sera le 80e anniversaire, ça aurait été son 80e anniversaire en janvier prochain. Et donc on prépare, alors ça c'est pour Chérie HD, la nouvelle chaîne sur la TNT, qui va plutôt parler des femmes et aux femmes, qu'on prépare ce beau portrait de Dalida. Autre chose encore. Collaboration avec Orlando, je suppose. Forcément, difficile de faire sans. D'abord parce qu'il détient effectivement les images, les archives, et puis surtout parce qu'il est un des mieux placés pour parler de sa sœur et de plein de moments de sa vie. Et puis encore aussi un projet qui est encore là pour l'instant un peu embryonnaire, pour te montrer l'éclectisme des choses sur l'histoire d'extrême droite en France, parce que là, pour la montée, voilà. Mais depuis l'origine des partis d'extrême droite jusqu'à aujourd'hui, Marine Le Pen. Voilà, là on est vraiment dans une série documentaire en plusieurs épisodes qui raconterait toute l'histoire de l'extrême droite en France jusqu'aux législatives 2012, voilà, avec effectivement l'entrée de députés du Front National au Parlement. Donc ça, moi j'aime beaucoup la politique, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément, et on est en train de préparer ça ou pour Arte ou pour France Télévisions. Alors j'ai une dernière question, parce que vous avez été très très nombreux à me la poser, sachant que j'allais recevoir Pascal Bataille aujourd'hui. Tout le monde me demande, mais quand est-ce que tu me prends comme chroniqueur dans une de tes émissions? Avec grand... Non, ça c'est une connerie, on comprend. Avec grand bonheur. En radio ou en télé? Et t'es tellement occupé. Je trouverai le temps, je suis pas cher, tu veux un paquet de cacahuètes, ça va. Donc, écoute, tout ça c'est merveilleux. Alors maintenant, tout ce qu'on peut conseiller à tout le monde, hormis le fait de regarder tout ce que tu peux nous proposer à la télé, et aussi à la radio, c'est de venir jeter un œil à Côte-des-Sables, parce que c'est un endroit magnifique. On est au bord de l'eau, il fait beau, les chambres sont super belles, il y a un spa formidable et un restaurant avec une terrasse avec vue sur la mer où on mange très bien. Oui, moi j'ai déjà mangé, c'est vraiment, il y a une très très bonne cuisine. C'est un endroit très convivial, vous pourrez peut-être même croiser Pascal qui est souvent là. Je suis souvent là, c'est vrai que je suis souvent là, je suis souvent sur le bassin Arcachon, comme tu le sais, parce que c'est mon oxygène. C'est là où tu te ressources. Voilà, c'est là que je me ressource. Tu reprends des forces. Sans ça, j'aurais du mal à supporter la vie parisienne, dans laquelle je suis malheureusement quand même encore obligé d'être un peu immergé au fil de l'année. Eh oui. Mais en tous les cas, Pascal, je te remercie énormément. Merci à vous. Merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission VIP sur Bassin People TV. Et encore merci beaucoup à Pascal Bataille qui était notre invité aujourd'hui. À très bientôt. À bientôt.